Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu hier le président du Conseil économique, social et culturel. Entre les deux personnalités, il a été question de l'organisation d'un forum des opérateurs économiques nationaux et internationaux très prochainement dans notre pays. Ils ont aussi discuté sur l'état de l'économie nationale. Nous écoutons Jamel Bitar. Il est au micro de Mohamed Doumbia à sa sortie d'audience. Nous sommes venus parler des assises futures que le Conseil économique, social et culturel devrait organiser dans les jours à venir. Et nous partons du constat que aujourd'hui, c'est vrai, les Maliens sont unanimes sur le fait qu'il faut libérer le Nord, qu'il faut organiser des élections crédibles et transparentes, mais nous pensons au niveau du Conseil qu'il y a un volet très très important qui n'est pas traité avec beaucoup d'ardeur, beaucoup certainement de passion ou de détermination. Il s'agit du volet économique. Donc au niveau du Conseil économique, social et culturel, nous avons décidé de tenir ces assises sur la relance de l'économie nationale en période de crise. Et l'exercice va consister certainement à écouter les vrais acteurs du développement, les vrais acteurs économiques, pour qu'ils viennent s'entretenir, nous expliquer les conditions dans lesquelles ils se retrouvaient avant la crise et pendant la crise, et éventuellement faire des propositions de solutions que nous allons mettre à disposition des décideurs nationaux et des décideurs internationaux qui sont les partenaires au développement. Maintenant, il faut se mettre ensemble, il faut travailler dur, il faut travailler plus certainement pour pouvoir tirer le Mali vers le haut. À l'Assemblée nationale, toujours, présentation des vœux du nouvel an des députés et l'ensemble des travailleurs au président par intérim de l'Assemblée nationale. La situation politico-sécuritaire et le rôle joué par l'Assemblée nationale dans la prévention et la résolution de la crise malienne ont été abordés. Le compte-rendu d'Abdrahman Mega. Cette cérémonie de présentation de vœux au président de l'Assemblée nationale par intérim a débuté par le bureau de l'Assemblée nationale élargi à l'ensemble des présidents des commissions. Comme on pouvait s'y attendre, la situation politico-sécuritaire de notre pays a largement dominé ces vœux du nouvel an. Le porte-parole de ce bureau, Assarid Agimbarkouane, a d'abord rappelé l'essentiel du rôle joué par l'Assemblée nationale dans la prévention et la résolution des différentes crises au Mali. Parmi les dispositions entreprises par l'Assemblée nationale figurent l'organisation des missions d'inspection dans les septentrions maliens, des missions de sensibilisation à l'extérieur de notre pays, sans oublier le vote de 70 projets de loi. Cet ensemble d'actions a permis à ces représentants de la nation d'apporter leur contribution pour l'apaisement du climat social au Mali. Suite à ces événements extrêmement douloureux, par rapport à la remise en cause de l'ordre constitutionnel, l'Assemblée nationale a pris toutes ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle j'ai dit haut et fort que notre Assemblée a joué un rôle extrêmement important dans le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays. Après cette séance avec le bureau, ce fut le tour des différents travailleurs de présenter leurs vœux au président par intérim de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment du personnel, des membres du cabinet du président et de l'administration parlementaire. Chacun de ces intervenants s'est d'abord félicité des immenses efforts déployés par son institution avant d'interpeller le président sur quelques-unes de ses préoccupations. En ce qui concerne les préoccupations du syndicat, donc du personnel de notre institution, la direction de l'Assemblée nationale est très consciente de la situation qui prévaut. Nous savons que le personnel de l'Assemblée nationale n'a pas de statut particulier qui est propre à l'institution. Après avoir félicité l'ensemble du personnel pour les efforts entrepris en 2012, Younoussou Touré a invité ses interlocuteurs à retrousser les manches pour 2013. Selon lui, la crise politique et sécuritaire est loin d'être terminée. Chacun doit s'impliquer davantage tout en redoublant d'efforts pour répondre aux attentes et aux préoccupations du peuple malien, a-t-il poursuivi. Le général Kani Diabaté a été reçu en audience par le président du Haut Conseil des collectivités, nommé récemment à la tête de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. Elle a présenté les membres de sa commission au président de l'institution.
Le général Kani Diabaté, à sa sortie d'audience, a été interrogé par Daouda Sidiki Diarra. Les collectivités territoriales sont très importantes pour nous parce que ce sont des structures de proximité. Entre autres, les agences d'application de la loi doivent travailler avec les collectivités locales. Bon, ça a été une audience très fructueuse pour nous. Le président et ses collaborateurs nous ont donné beaucoup de conseils. On a beaucoup échangé et vraiment nous sommes très contents. Comment entendez-vous lutter contre la prolifération des armes légères actuellement? Si l'on se réfère à la situation que vit notre pays, surtout les septentrions qui est occupé par des djihadistes, alors est-ce que cet état de fait ne complique pas votre tâche? Vous savez, en termes de circulation des armes légères, ça circule au nord et au sud. On a fait un atelier sur un plan d'action. Toutes les communautés sont venues, d'Andirabou, Kane, de Nyoro. Toutes les communautés étaient là. Il faut qu'on essaye de mettre ce plan d'action en œuvre. Parce que le problème, c'est quoi? La situation est très critique au nord. C'est dommage. Vraiment, je m'incline devant toutes les victimes militaires et civiles. Et je prie le bon Dieu avec tout le monde, que tout rentre dans l'ordre. Vous savez, la problématique de la question des armes légères, c'est une question transversale. Les chiffres sont alarmants. Il y a au moins 8 millions, selon une étude sérieuse, 8 millions d'armes qui circulent en Afrique de l'Ouest. Alors, ajoutez la situation que nous vivons. Alors, vous pouvez faire un peu une idée de ce qui se passe. La situation est très grave, mais il faut commencer par quelque chose. Et pour ça, tout le monde doit être impliqué, y compris les élus à la base. Et l'association des élèves et étudiants du Mali qui réclame la reprise des cours au niveau de l'enseignement supérieur depuis plus de 3 mois. Les cours sont arrêtés, une situation due à la grève des enseignants. Au cours donc d'une grande marche organisée hier, les jeunes demandent la reprise sans délai des cours. Mohamed Diarra. Trop, c'est trop. On veut étudier. Voilà en substance le slogan que scandaient les marcheurs. Les étudiants qui battaient le pavé sont conscients du fait que l'école malienne est dans une situation critique. Ils ne veulent donc pas que la grève enclenchée par les enseignants du supérieur aggrave la situation. C'est pourquoi les étudiants, lieu d'incriminer une partie quelconque, demandent au gouvernement de prendre toutes les dispositions idoines afin que les cours puissent reprendre. La situation des élèves étudiants du Nord préoccupe aussi ceux du Sud. C'est la raison pour laquelle les étudiants demandent au ministre en charge de l'éducation de trouver une solution rapide afin que leurs collègues ressortissants du Nord puissent jouir pleinement de leurs droits civiques. La marche d'une heure est partie du monument de l'indépendance à la primature. Ici, les secrétaires généraux de l'AEM des différentes facultés ont rencontré le directeur de cabinet du Premier ministre, à qui ils ont remis une copie de leur doléance. Ça fait maintenant 3 à 4 mois que nous sommes là, nuit et jour, en train de faire du thé. Parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Nous sommes levés pour réclamer nos droits légitimes, qui n'est rien d'autre que les études. Le professeur Oumar Kanouté apprécie la démarche des marcheurs et il se dit préoccupé également par la situation. Ce qui a surtout retenu mon attention, c'est votre prise de conscience. Et surtout, votre volonté d'être à la hauteur de l'espoir qu'un peuple, un pays est en droit de porter à sa jeunesse. Et les problèmes de l'école sont connus. Mais je voudrais vous dire que le gouvernement va s'atteler à la résolution de ces problèmes-là. La marche s'est déroulée sans incident majeur et les marcheurs se sont quittés dans l'espoir que leur message aura un écho favorable. Les sympathisants du Front patriotique pour le Mali ont également marché. L'objet de la marche est l'union sacrée des citoyens autour des intérêts généraux du Mali. Il exige aussi la tenue des concertations nationales. Pour plus de détails, écoutons plutôt le président du Front patriotique pour le Mali, Boubacar Boubou Diko, est au micro de Agali Agagissa.
L'État du Mali n'a pas la capacité aujourd'hui d'assurer les services minimums sociaux dans la région du Nord, encore moins assurer sa souveraineté à l'intérieur de ces zones occupées. Et sur un autre plan, aujourd'hui il y a une crise institutionnelle aiguë. Ce que nous demandons, c'est simplement que les Maliens aujourd'hui fassent une union sacrée autour du Mali et que le Mali. Et que les gens taisent leurs divergences politiques pour aller à l'essentiel. La solution n'est pas à un seul niveau. La solution, c'est avec toutes les forces vives de la nation et c'est là dans un cadre de concertation où un consensus politique peut définir la feuille de route et ce qu'il y a lieu de faire pour l'avenir. Il n'y a de souveraineté, il n'y a d'indépendance que quand on a la capacité intrinsèque, n'est-ce pas, de défendre son pays et d'assurer la sécurité et la souveraineté à l'intérieur de ses frontières. Il n'appartient pas à une armée étrangère de le faire. Nous n'avons que ça, on doit la rendre disponible pour assurer ses missions régaliennes, à savoir la défense de notre souveraineté et de l'intégrité de notre territoire. Les Maliens doivent se donner la main pour recouvrer notre dignité perdue et notre souveraineté bafouée. Actualité hors du chenou, le président soudanais Omar El-Béchir a déclaré hier vouloir participer demain à un sommet à Addis Abeba avec son homologue sud-soudanais Salva Kiir. Les négociations porteront sur les accords économiques et sécuritaires conclus en septembre entre les deux pays voisins, mais toujours pas appliqués. Ils ne se sont pas vus depuis septembre, depuis la signature des accords censés sécuriser la frontière et relancer les liens commerciaux entre les deux Soudans. Des accords restés lettre morte. Vendredi prochain, Omar El-Béchir et son homologue Salva Kiir se retrouveront à Addis Abeba pour tenter de faire appliquer ces accords. De part et d'autre, on semble prêt à faire des concessions. Nous sommes prêts à mettre en place des relations de coopération et de bon voisinage. Nous allons mettre en œuvre tous les accords, ceux signés à Addis Abeba et les précédents, pour faire de la frontière qui nous sépare un lieu d'échanges commerciaux et de liens sociaux. En jeu, la reprise des exportations du pétrole sud-soudanais vers les infrastructures situées de l'autre côté de la frontière. Les accords prévoient aussi l'installation d'une zone tampon démilitarisée le long de cette frontière contestée entre les deux pays. Sur ce point, Djouba accepte de faire le premier pas. Pour permettre la mise en place d'une mission de surveillance frontalière, nous retirerons temporairement nos forces situées à proximité immédiate de la frontière. Nous espérons que ce geste permettra d'installer la paix et la stabilité le long de notre frontière commune. Une frontière source de tensions. Depuis l'indépendance du Soudan du Sud, les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des rébellions de l'autre côté de la frontière. Découvrons à présent l'essentiel de l'actualité dans le monde en bref et en images avec les États-Unis et la Thaïlande. Le Congrès américain a adopté mardi soir un accord évitant aux États-Unis l'impasse budgétaire. Une partie des républicains a accepté de voter ce dispositif face à l'alternative du mur budgétaire, 600 milliards de dollars de hausse d'impôts et de baisse des dépenses publiques. Une victoire pour Barack Obama, mais qui repousse seulement de quelques semaines d'autres dossiers épineux, comme le relèvement du plafond légal de la dette d'ici à la fin du premier trimestre. 7 membres d'une ONG pakistanaise, dont 6 femmes, ont été abattus mardi dans le nord-ouest du pays. L'organisation caritative était impliquée dans un programme de vaccination des enfants, des campagnes qui suscitent la méfiance dans certaines régions où l'on accuse les ONG de faire de l'espionnage pour le compte des États-Unis. Il y a 2 semaines, 9 personnes chargées de vaccination contre la poliomyélite avaient été tuées. L'attentat n'a pas été revendiqué. La police thaïlandaise a arrêté 74 demandeurs d'asile en provenance de Birmanie dans les eaux au large de Phuket. Des musulmans de la communauté Rohingya tentant d'échapper à la violence dans l'état de Rakhine où les affrontements avec la communauté bouddhiste ont déjà fait des dizaines de morts et déplacé des milliers de personnes. Des tensions qui ne retombent pas depuis le mois de juin dernier. Les gardes-côtes américains tentent d'éviter un désastre écologique au large des côtes de l'Alaska.
Un navire de forage de la compagnie Shell est à la dérive depuis jeudi lorsqu'il a été séparé d'un bateau remorqueur. Le navire, baptisé Koulouk, transporte dans ses cuves 600 000 litres de fioul. Le personnel a été évacué, mais les conditions météo rendent toute intervention très difficile. Du sport basketball, nous allons découvrir la CID Academy, c'est à Thiès au Sénégal, une institution où l'on a pensionnaire à avoir un regard vers un avenir grand et ambitieux à l'image du American Dream. Le projet vise aussi à s'implanter à l'intérieur du pays pour donner aux jeunes des régions des chances de faire éclore leurs talents et de se confronter au reste du monde. Il est 5 h du matin et déjà l'heure de l'entraînement pour les jeunes pensionnaires de l'Académie de basket de Thiès. Âgés de 15 à 18 ans, tous caressent le rêve de devenir basketteurs professionnels, à l'image du fondateur du centre, un Sénégalais ancien joueur de la prestigieuse NBA. Les maîtres mots de l'Académie, rigueur et discipline. J'étais ici à l'Académie comme élève. Donc je connais les bienfaits de cet exercice matinal. Ça leur permettra de respecter les horaires, ce qui est un grand atout, même dans les études. Après l'entraînement et un solide petit déjeuner, direction l'école. Les pensionnaires sont inscrits dans l'un des meilleurs établissements de la ville. L'Académie veut faire de ces jeunes joueurs de futurs talents du basket, mais mise tout autant sur l'éducation pour une éventuelle reconversion. À l'âge de 34 ans ou à 40 ans, on ne pourra plus faire le sport. Et seules les études pourront nous servir à faire quelque chose pour notre avenir. Diplôme en poche, les jeunes élèves peuvent espérer une carrière de haut niveau comme leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, une quarantaine d'anciens pensionnaires évoluent dans le championnat américain. Une fois le gosse, disons, réussi ici, donc on l'aide à trouver, disons, une université. Donc notre but, c'est pas de faire des basketteurs professionnels, mais c'est d'abord de faire des étudiants athlètes ensuite. Un potentiel certain, mais des moyens insuffisants. L'Académie est uniquement financée par des fonds privés et réclame le soutien de l'État sénégalais. D'autant plus qu'elle vient de se lancer 2 nouveaux défis, ouvrir d'autres centres dans le pays et créer une section féminine. Prochain rendez-vous de l'info, 18h et 20h, une présentation de Amadou Sankaré. Merci pour votre fidélité et merci de rester de cœur et d'action avec nos parents des régions sous occupation. À demain 10h si tout va bien.